Donc bonjour, Nicole. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Ouais, Ben ça va bien. Je suis contente de recevoir des jeunes qui s'intéressent à l'apport des Autochtones à Montréal, en fait. ouais. Ben, nous, ça nous intéresse aussi beaucoup de savoir l'histoire, enfin, votre histoire et de vos ancêtres aussi. Donc pour commencer, est-ce que vous saviez s'il y a eu des conflits avant l'arrivée des colons français et après aussi leur arrivée entre les tribus amérindiennes? Ben oui, je sais qu'avant, il y avait des conflits. C'était pas le paradis terrestre, là. Donc, il y avait des conflits au fur et à mesure des rencontres, et puis surtout dans les chevauchements de territoire. Mais les conflits, c'était pas des conflits, pas des guerres de massacre. C'était plutôt des conflits parce que quelqu'un enfreignait les territoires de chasse ou peu importe. Donc, c'était plutôt ça qui était les litiges. Et puis, il y avait des moyens qui avaient été mis en place pour régler ces conflits-là avant que ça dégénère en une guerre. Donc, il n'y avait pas de guerre, il y avait des règlements de conflits. Il y avait des conflits. Et bien sûr, les conflits étaient beaucoup plus évidents pour des nations qui vivaient côte à côte. Donc, c'est sûr que, par exemple, si on parle au Québec, les Cris qui sont dans le nord du Québec, ben nous, on n'a pas eu vraiment de contact avec les Cris. Ils étaient trop loin au Québec. Donc c'est sûr que pour nous, les interactions qui ont amené à certains conflits, c'était beaucoup avec la Confédération iroquoise, parce qu'on était sur des territoires limitrophes. D'accord. Et ça, il n'y a pas eu de conflit après l'arrivée des colons français, il n'y a pas eu... Ah ben oui, il y en a eu aussi. Après l'arrivée des colons, ça c'est les petits conflits ou les petites chicanes intestines culturelles, je dirais, parce que la culture iroquoienne et la culture algonquienne, c'est vraiment différent. Donc, ces petits conflits ont dégénéré en plus grands conflits parce que là, les gens se sont alliés aux côtés Colons. je pourrais dire, des colonisateurs. Donc, ça soit du côté des Anglais ou du côté des Français. Donc, c'est sûr que quand on devient vraiment des ennemis. Alors qu'avant, on était plutôt des gens qui vivaient, qui se côtoyaient sur des territoires, puis qui avaient quand même des conflits, mais c'était pas vu ou considéré comme des ennemis. Tandis qu'à partir du moment où les colonisateurs sont arrivés, parce qu'eux-mêmes étaient en conflit, les Anglais et les Français étaient en conflit pour la possession du territoire, ce qui fait que ben, nous, on était alliés avec les Abénaquis, les Algonquiens avec les Français, les Iroquois du côté des Anglais. Donc ça a comme cristallisé les conflits, puis ça a duré pendant 150 ans. Ouais. Et sinon, comment les colons communiquaient avec les populations locales? C'est parce que... C'est parce qu'au départ, il n'y Oui, avait pas de colons. Je veux dire, les colons, en tout cas, pour les Abénaquis, nous, les premières rencontres se sont faites sur la côte de l'Atlantique. Donc là, c'était avec les Anglais. Alors qu'ici, en Nouvelle-France, c'était plus avec les gens qui faisaient le commerce. C'était pas des colons. c'était pas encore des colons, non? C'était pas encore des colons. C'était long, la période avant qu'on établisse, que des gens viennent s'établir, avoir des terres pour cultiver toute la partie seigneuriale, où il y a le seigneur qui est bon. Mais ça, avant ça, là, c'était seulement des gens qui repartaient, qui venaient chercher la ressource, puis qui retournaient en France pour... donc, et les interactions, excuse-moi, les interactions, à ce moment-là, étaient plus des interactions commerciales qui ont mené, je dirais, qui ont mené avec les Français, plus, avec des alliances obligatoires, des alliances, des traités de paix et d'amitié pour être capable de faire le commerce. Donc ça s'est fait avec les Français. Avec les Anglais, en tout cas, nous, on n'a pas été capable de faire ça. Nous, on a été tout simplement incapables les premières rencontres se sont bien passées parce qu'on accueillait les gens et on leur a permis de rester là. Sauf que pour nous, permettre de s'installer, ça ne voulait pas dire s'installer en permanence pour que nous, on ait plus accès à ce Oui, territoire-là. d'accord, oui. Ils avaient quand même un langage spécifique pour pouvoir communiquer avec...
avec ces Amérindiens pour pouvoir échanger certaines matières contre des matières amérindiennes? Parce qu'ils ne pouvaient pas juste faire ça comme ça. Ils devaient... Non, mais d'ailleurs, avec les alliances plutôt du côté des Français, ça s'est fait parce que les Français ont tout de suite amené des gens avec eux qui étaient des truchements, c'est-à-dire que des interprètes, des gens qui pouvaient apprendre les langues autochtones. Donc, déjà, dans les premiers voyages, les commerçants amenaient avec eux des gens qui étaient capables d'apprendre les langues. Ils les laissaient ici pour un an. Pour un an, il les laissait passer l'hiver avec des Hurons, avec des Algonquins. Il les laissait là pendant un an. C'était des jeunes comme toi, probablement. Ah ouais. Puis il les laissait là. Et puis ces jeunes-là, bien, ils vivaient parmi les Autochtones à la manière autochtone, puis ils apprenaient la langue. C'était leur mission d'apprendre la langue. C'était des gens qui étaient identifiés comme des gens qui avaient déjà cette habilité-là. Et donc, ils étaient là. Puis quand les commerçants revenaient l'année d'ensuite, bien, il y avait des gens qui pouvaient retourner en France ou peu importe, mais ou devenir coureurs des bois. Mais c'était des gens qui avaient appris à parler la langue. Ah oui, c'est Donc, incroyable, c'était ça, des quand même. Français qui avaient appris à parler la langue avant que les Amérindiens ou les Autochtones apprennent à parler français. D'accord. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et comment se passaient les contacts diplomatiques entre les tribus? Genre, par exemple, comment ils allaient discuter entre... Est-ce qu'il y avait des réunions avec tout le groupe ou est-ce qu'il y avait juste des chefs spécifiques de chaque tribu qui se retrouvaient pour discuter? Les deux. Donc, il y avait des rencontres. Si je te parle de rencontres d'échanges qui n'étaient pas des rencontres politiques, des rencontres où on fait le troc, Ah où on oui, fait des d'accord. échanges. Donc là, Donc, ils n'étaient pas tout le temps en guerre. Pardon? Ils n'étaient pas toujours en conflit, ils allaient aussi parfois... Ben non, parce que Ouais. c'était nécessaire, même avant que les Français arrivent. C'était comme ça qu'on pouvait échanger des biens, tout ça. Donc, on avait des rencontres qui étaient prévues, c'est pas comme sur un calendrier, mais qui étaient prévues à certaines périodes de l'année. On savait on se rendait au confluent de telle rivière, puis qu'on était pour en rencontrer telle nation, plusieurs nations qui venaient échanger des biens à telle période de l'année. Donc, on se rendait là, puis on faisait les échanges. Mais les échanges, c'était pas on arrive là en canot, on fait l'échange, puis on s'en retourne chez nous. Donc, il y avait on pouvait peut-être être 1 semaine ou 2 semaines ensemble. Et pendant ce temps-là, il y a tout un rituel qui se passe, un rituel diplomatique, un rituel d'accueil de chacun des nations qui arrivent. Et les échanges ont lieu à la fin. Quand on se rend compte qu'il n'y a plus personne qui arrive, après 2, 3 jours, on se dit, bien là, peut-être qu'il n'y a plus personne qui va venir pour échanger. Donc, c'est après. Donc, ce qui fait que la façon de faire du commerce, c'était de faire du commerce avec des gens avec qui on avait chassé, on avait partagé, on avait dansé, on avait vécu pendant 2 semaines Ah oui, quand même. avant de faire des échanges. Donc, ça durait un certain temps. Donc, il y avait donc, c'est pour ça que peut-être c'était un peu frustrant pour les commerçants européens qui arrivaient, qui étaient habitués de faire l'échange, puis de donner, de faire, puis de s'en retourner. Donc, avec chez nous, la façon de faire, la diplomatie, la façon de faire le commerce, c'était d'abord un peu comme ce que j'ai fait quand je t'ai rencontré. J'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Alors, c'est un peu la même chose qu'on peut s'imaginer il y a 300, 400 ans. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une différente culture aussi. Hein. Ah ben oui. Oui. Et les Français n'ont pas eu le choix. Je parle des Français parce qu'avec les Anglais, ça s'est passé d'une autre façon. Mais avec les Français, les Européens, en fait, parce que c'était pas seulement des Français, hein, parce que les Français venaient pour le roi de France, mais il y avait des gens qui venaient qui accompagnaient, qui n'étaient pas nécessairement des Français, là. Donc, et puis, quand ils ont vu comment les nations faisaient des alliances et faisaient des échanges entre elles, bien, eux autres, ils ont appliqué cette diplomatie, cette façon de faire. Donc, les Français, les premiers Français, avant qu'il y ait des colons qui s'établissent, les commerçants faisaient des alliances et la diplomatie autochtone et non pas la diplomatie européenne. Parce que sinon, peut-être qu'il n'y aurait pas eu accès à l'échange. Plus tard est arrivée l'idée que pour faire du commerce, ça c'était au départ, hein? Au départ, 1600, là, tu sais, au tout départ, 1603, tout ça. Mais à partir du moment où les missionnaires sont arrivés, il y a eu, parce que c'était le roi de France, la cour de France demandait qu'il y ait aussi l'évangélisation pour pouvoir, en tout cas,
pour pouvoir payer les voyages pour aller, il fallait qu'il amène des missionnaires. Hein? Il y avait une condition, là, je pense que c'est la reine qui voulait absolument que ce soit des missionnaires, des jésuites à l'époque, qui accompagnent, les Récollets peut-être en premier, en tout cas, mais donc qui accompagnent. Et à partir de ce moment-là, les règles du jeu ont changé parce que pour être capable de faire du commerce, des alliances avec les nouvelles nations, il y avait déjà eu des alliances, mais avec des alliances avec des nouvelles nations, là, on demandait aux ces nations-là d'être baptisées d'abord. Alors ça a changé les règles du jeu. Mais avant ça ne l'était pas, parce que c'était pas comme ça. C'était les gens sont venus avant les missionnaires, donc il y avait déjà instauré une façon de faire avant. Prochaine question, est-ce qu'il y avait des relations égalitaires entre les colons et les Amérindiens? Est-ce que par exemple, les colons se sentaient supérieurs aux Amérindiens? Est-ce que les Amérindiens se sentaient supérieurs aux colons? Ou alors est-ce que c'était plus ou moins égal? Est-ce qu'ils c'était un peu comme leurs égaux? D'abord, faut savoir que chez les nations autochtones, d'ici, c'est pas partout en Amérique, mais d'ici, il y avait des relations égalitaires. Et donc ça, puis même les hommes et les femmes. Alors ça a été quelque chose qui a frappé non pas les colons, oui, les colons aussi, mais je veux dire, qui a frappé les nations autochtones, parce qu'ils se rendaient compte que pour les Européens, la femme n'était pas considérée de la même façon que les hommes, OK? C'était toujours les hommes qui étaient en avant pour négocier, les femmes n'étaient pas là, en tout cas. Tandis que dans les nations, les façons de faire étaient différentes. Puis quand je te dis avec les colons, avec la noblesse, les gouverneurs, la relation n'était pas égale et les Français se sentaient imbus d'une culture supérieure, puis les autres, c'était des sauvages. C'était des nations sauvages qu'il fallait éventuellement travailler pour qu'ils deviennent, comment on dit, des sujets de Sa Majesté française. OK? Alors que pour les nations, alors que pour les colons ou les gens qui étaient établis, peut-être que même eux autres trouvaient qu'avec la noblesse, il y avait un rapport de classe, là. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a attiré beaucoup de jeunes. Hein, quand les colons ont commencé à s'installer et à avoir des jeunes, les jeunes ont pris le bois, comme on dit. Les jeunes sont partis parce qu'ils trouvaient que la société était beaucoup plus ouverte, permettait beaucoup plus de liberté et d'indépendance que en restant sur la terre, en ayant le gouverneur ou toutes sortes d'impositions qu'on trouvait rigides, dans le fond. Mm-hmm. Est-ce que les premiers échanges ou les connaissances, est-ce qu'ils ont pu apporter quelque chose aux Amérindiens ou aux colons? Par exemple, est-ce que les colons ont reçu quelque chose ou ont pu apporter quelque chose aux Amérindiens quand ils ont fait les premiers échanges avec eux? Bien, peut-être pas au cours des premiers échanges. Parce que je dirais que, bien là, je ne parle pas des commerçants que je t'ai parlé tout à l'heure, mais à partir du moment où il y a eu des colons qui sont installés, les colons n'étaient pas adaptés à l'environnement, puis à l'hiver, puis les maisons n'étaient pas adaptées, puis on ne connaissait pas la culture, on ne connaissait pas, je veux dire, l'agriculture, les plantes, comment faire pour se soigner. Si on ne l'avait pas apporté d'Europe, on ne savait plus. Donc, tu sais, donc on était un peu en relation de dépendance avec les Autochtones. On a eu besoin des Autochtones pour nous montrer comment survivre dans ce pays-là, dans les premiers temps où la colonie s'est installée. Donc, il y a eu, je dirais qu'il y a eu, à ce moment-là, des relations beaucoup plus étroites qu'on pourrait penser aujourd'hui. Parce que c'est une question de survie, là. Puis on voyait bien, puis nous, quand je dis nous, je parle des nations autochtones, quand on voit des gens qui ont besoin d'aide, on ne va pas les laisser crever, on va les amener. C'était pas encore des ennemis, là. T'sais? Donc, on veut les faire survivre. Donc, c'était le début de leur apprendre comment marcher avec des raquettes, Oui, voilà, c'est ça. Alors, toute cette période, c'est une adaptation, ça ne s'apprend pas tout de suite quand tu arrives. Oui, oui, sûrement. Oui. Et puis ensuite, c'est pas seulement apprendre à marcher avec des raquettes, mais apprendre à les fabriquer. Mm-hmm.
Hein? Donc, il y a toute la notion de conserver qui était différente de ce qui se passe en Europe. Comment conserver la nourriture l'hiver? Donc nous, on avait déjà une façon de faire qui permettait de nous de survivre. Donc, on a transmis ça. Les Français ont fait autre chose. D'autres, on faisait comme fumer puis sécher les poissons, par exemple, pour les conserver. Les Français, eux autres, les salaient. Puis on continuait à saler. T'sais. Par contre, nous, on enterrait nos choses pour pouvoir les garder, pour pas que ça gèle, par exemple. T'sais, on va enterrer en dessous de la terre qui est gelée pour garder ça. Puis, bien, les Français ont commencé à utiliser ça aussi pour conserver leurs légumes qui faisaient pousser, tout ça. Donc, il y a eu du transfert de technologie et je dirais que les Français avaient aussi des outils que nous autres, on n'avait pas. Donc, on a échangé, on a montré notre technologie, puis eux autres nous ont apporté des outils qui faisaient en sorte que ce qu'on pouvait faire était plus efficace. Donc, dans cette relation-là, il y a eu cet échange-là. En tout cas, ça, c'est dans les premiers temps, là. Puis toute la notion des plantes médicinales pour se soigner, etc. Parce que les Français en avaient des plantes, ils se soignaient avec les plantes, mais ce n'est pas les plantes qu'ils retrouvaient ici. Ah oui, d'accord. Ils amenaient ça de France, alors? Oui, donc ils ont apporté des plantes de France, puis ils ont commencé à planter ça. Nous, on ne connaissait pas ces plantes-là. On a commencé aussi à utiliser ces plantes-là. Puis aujourd'hui, ça fait partie de notre pharmacopée. D'accord. Ah oui. Toujours dans le thème de l'échange, quel effet a produit l'échange culturel? Est-ce que ça a affecté votre croyance spirituelle? Par exemple, est-ce que la culture française a affecté les Amérindiens dans leur spiritualité ou dans leur culture? Bien, je dirais que affecté dans le sens que quand il y a eu l'évangélisation, alors ça, l'évangélisation, ça a été un peu troublant, je dirais, pour les nations autochtones au départ. Bon, ça a été troublant parce que pour la plupart, pour nous autres, c'était une alliance pour faire du commerce. Alors que c'était pas du tout... Pour nous, on voyait pas que c'était une autre religion, une autre façon de voir le monde qui devait prendre la place de ce que nous... Donc, il y a eu une espèce je dirais, manque de communication, en fait, parce que nous autres, on ne comprenait pas. Puis pour beaucoup qui se sont fait baptiser, c'était vraiment pour échanger avec les Français. Donc, ce n'était pas du tout parce qu'ils avaient été convertis. La conversion s'est faite par la suite. Je veux dire, on va se convertir à quelque chose, on va adopter des croyances, on va prendre ça, mais au départ, c'est pas parce que tu es baptisé que tu es converti. Oui, oui, c'est ça. Donc, puis chez nous, le baptême, en tout cas, même ici, chez les Abénakis, le baptême, c'était vraiment vu comme un rituel d'alliance. Donc, c'était pas du tout vu comme quelque chose qui arrive, qui va changer notre façon de voir. Puis, parce que ça a changé quoi? Ça a changé que pour nous, ça a changé peut-être moins, certaines nations, mais pour d'autres, ça a été vraiment des changements plus profonds. Puis même, ça a été peut-être plus, ça a peut-être, je dirais, été montré plus de résistance à la conversion. Bon, parce que nous autres, on avait quand même une croyance, même si on ne peut pas dire que c'était une religion, on appelle ça spiritualité, mais nous, on peut dire quand même que c'est une religion, une façon de communiquer avec... Nous autres, on avait quand même un être supérieur. Donc, cette façon-là, avec les Européens qui arrivent, qui avaient un Dieu, bien, qu'ils l'appellent Dieu, nous, on l'appelle Grand Esprit. Pour nous autres, c'était comme la même chose. C'était pas intrusif. On trouvait que c'était peut-être une autre façon de le nommer, mais c'était pas... Ça ne vous a pas affecté? Non, dans ce sens-là. Puis longtemps, on a comme continué à appeler le Grand Esprit, c'était le Dieu. Plus tard, on a commencé à l'appeler Créateur. Alors, Créateur, c'est vraiment l'influence chrétienne. OK? Mais, puis encore aujourd'hui, quand les nations parlent, ils parlent du Créateur. Donc, cette notion de transfert de créateur, Dieu créateur,
donc qui est maintenant impliqué. Alors que nous, Grand Esprit, Grand Esprit, ça posait pas. Puis même, je dirais, même aller plus loin, c'est que quand les missionnaires ont commencé à parler de la Trinité, ça c'était un peu étrange, mais nous autres, on n'était pas à deux doigts de l'étrangeté. On en avait plein des choses qui étaient étranges puis que nous autres, on avalisait dans notre culture. Donc, pour nous autres, qu'il y ait un Saint-Esprit, puis un Dieu le Fils, un Fils, bien, ça ne nous faisait pas de problème. Le seul problème qu'on voyait là-dedans, puis les questions qu'on a posées dès le départ, en tout cas pour les Abénékis, puis peut-être d'autres, c'est la mère est où? Parce que ça, c'était comme pour nous, la mère est aussi importante. Si on a un fils, c'est qu'on a une mère. Hein? On a un père, mais on a une mère. Alors, on ne voyait pas la mère, là. Alors, pour nous, les questions, c'était vraiment la mère est où? Puis là, bien, les missionnaires ont essayé de nous dire que la mère, c'était Marie, mais que la mère qui était Marie, c'était juste une femme. C'était pas Dieu. Alors ça, juste une femme, pour nous, c'était pas quelque chose qu'on comprenait. Juste une femme. T'es une femme, t'es un homme, juste une femme. Juste un homme. C'était étrange. Ah, ça, c'est étrange. Donc, et je te dirais que dans la façon de faire, de prier Marie, pour beaucoup de nations autochtones et encore aujourd'hui, Marie, c'est Mère Dieu. D'accord. Est-ce que l'évangélisation ou l'éducation, est-ce qu'elle a entraîné une acculturation entre les cultures amérindiennes et françaises? Est-ce que l'éducation française est-ce qu'elle a, par exemple, remplacé votre culture amérindienne? Bien, dès les débuts de la colonie, que ce soit avec Marguerite Bourgeois ou à Montréal, Marguerite Bourgeois, avec les Ursulines à Québec, il y a des petites Indiennes et des gens qui ont été, puis c'était plus les filles, parce que les garçons, ils gardaient pour être des guerriers. Ah oui. Hein, c'était ça. Donc, mais c'était les filles qui allaient du côté chez les Ursulines ou chez Marguerite Bourgeois. Et là, c'était l'éducation à la française. Ah oui, d'accord. Donc, on apprenait pas vraiment des choses de notre culture. Par contre, il y avait une sensibilité autant de Marguerite Bourgeois que des Ursulines pour, par exemple, intégrer de l'artisanat, par exemple, tout le travail de perlage qui était fait à partir de motifs traditionnels que la religieuse ou les religieuses avaient remarqués. Donc, ils faisaient travailler. Donc, il y avait quand même ce souci-là, mais tout ce qui était enseigné, c'était beaucoup plus la culture française, en fait. Donc, quels changements les interactions avec les colons ont entraîné dans le mode de vie des Amérindiens? Quel changement? Par exemple, dès que les colons sont arrivés dans les terres amérindiennes, je sais que les Amérindiens leur ont appris plein de choses pour survivre, par exemple les raquettes, les objets dans la terre, comme les légumes et tout. Mais qu'est-ce que les colons ont appris aux Amérindiens, justement, de leur culture? À part l'éducation, peut-être? Il y a eu une espèce de transfert de valeur aussi, ce qui était la valorisation de la famille. Nous, on avait ça aussi, mais tu sais, on voyait de façon différente chez les Européens. Ce qui nous a surpris, par contre, un peu, c'est que on trouvait que les colons français étaient plus sévères envers leurs enfants. Ah oui, Alors ça, c'était quelque chose c'est vrai. qui nous a un peu choqués. On leur a dit, hein, on peut se parler. Donc, on leur disait que nous autres, on touchait pas à nos enfants, que, tu sais, il y avait... Donc, il y avait... Puis je pense que... Pour leur laisser plus de liberté aux enfants. oui, c'est ça. Puis de laisser les enfants être des enfants. Oui, sais. bien sûr. Donc, mais sinon, il y a eu dans les habitudes de prendre de manger, la façon tout ce que nous autres, les repas, on mangeait quand on avait faim. Oui, et eux, ils avaient un horaire Alors, spécifique. eux, il y avait un horaire, et puis il y avait des façons de faire des recettes, et puis des nouveaux aliments que nous, on ne connaissait pas. Donc, on a eu aussi l'apprentissage de ces aliments-là. Un exemple que je vous donne, le fromage, par exemple. Oui. Parce que nous, on n'avait pas d'animaux, donc le fromage, on ne connaissait pas.
Le lait, on n'en buvait pas. Donc, tout ça, le café. Donc, les valeurs partagées, ben, finalement, on s'est rendu compte on avait plein de valeurs communes. Oui. Alors, c'est ça qui était surprenant. C'est pas d'apprendre de nouvelles valeurs, mais c'est de voir que les colons avaient ces valeurs-là aussi. Il y avait des rituels différents, des rituels, bon, aussi bien de repas que, par exemple, de rituels chrétiens, le baptême, bon, tout ça, mais ça restait quand même, pour nous autres, c'est quand même quelque chose qui était compris parce que c'était, même si on avait des rituels différents, c'était des valeurs, des mêmes valeurs qu'on portait aussi. Par exemple, juste la façon de bénir son repas avant de manger, le bénédicité, par exemple. OK, les Français faisaient leur bénédicité, et puis, ben nous, on remerciait pour la nourriture qu'on allait prendre aussi. Donc, il y avait dans ce rapport-là, je dirais, dans la vie quotidienne, des valeurs qui étaient communes, sans qu'on sache, parce qu'on vivait de façon différente. Et comme on en avait parlé tout à l'heure, donc les Français ont ramené des armes aussi qui étaient qui ont aidé les Amérindiens peut-être à chasser ou à la guerre aussi peut-être. Ben, au départ, je pense que c'était vu, échangé par les commerçants. Donc, je pense que l'idée de départ, c'était d'abord pas vraiment s'en servir d'une façon militaire, mais d'avoir un apport, un outil plus performant pour faire la chasse. Donc, je pense qu'au départ, c'était ça. Les Français voulaient avoir plus de fourrure, et donc, en donnant, au lieu d'avoir l'arc et les flèches, d'avoir des fusils, ça permettait d'avoir plus de fourrure. Et ça a amené presque à l'extinction du castor, par exemple. OK? Parce que là, on s'est mis à chasser de façon beaucoup plus intensive et puis sans restriction de date, parce que nous autres, on faisait toujours attention quand le castor va avoir ses petits, on va pas le... Tu sais, bon, parce qu'on en a besoin, on sait que l'année prochaine, on revient, on va avoir besoin des castors encore. Tandis que là, pour fournir la demande des Français, on s'est mis à chasser le castor en tout temps. Et c'était fait par différentes nations, donc c'est partout sur le territoire. Donc, ça a failli arriver à l'extinction du castor, finalement. Donc, puis plus tard, ben, le fusil a servi, mais ça, c'est le fusil. Mais je pourrais te parler du chaudron pour les femmes, parce que le chaudron, ça a l'air de rien, c'est un petit chaudron, tout ça, mais ça a changé la façon de faire chez les Autochtones, la cuisson des aliments. Nous autres, on cuisinait dans des chaudrons d'écorce. Bien, avoir des chaudrons en métal, en fer, c'était beaucoup plus performant, puis beaucoup plus... ça demandait moins de surveillance que des chaudrons en écorce. Donc, ça a changé la façon de cuisiner, ça a changé la façon... Donc, il y a eu ça aussi. C'est pas juste les fusils. Il y a eu d'autres objets qui ont été importants, puis tous les bijoux. Ah, tous les bijoux, que c'est pas juste les femmes qui aimaient les bijoux, hein, les chefs aimaient les bijoux aussi. Et puis, ils se paraient de bijoux d'argent pour montrer qu'ils étaient en alliance avec les Français puis qu'ils faisaient de bonnes affaires. Ah oui, d'accord. Un OK? peu pour le remettre en valeur. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors maintenant, on va un peu s'éloigner du passé et plutôt se rapprocher du présent maintenant. Est-ce que les Amérindiens, les cultures amérindiennes se rapprochent, se penchent plus aujourd'hui plutôt sur les cultures occidentales ou amérindiennes? Aujourd'hui, je pense que c'est partagé. D'ailleurs, il y a 60 des Autochtones, mettons 50 des Autochtones au Québec qui vivent en ville. Ah oui, oui. Donc, qui vivent en ville à Montréal. La majorité, beaucoup vivent à Montréal, mais il y en a qui vivent dans d'autres villes au Québec, Drummondville, par exemple, Trois-Rivières, Sept-Îles, La Tuque. Donc, les gens ne vivent plus dans leur communauté, mais vivent en ville, donc adoptent une façon de faire, vont travailler 9 à 5, vont... Hein? Comme, donc, c'est plus... Il y a des gens qui manquent beaucoup le territoire puis qui ont besoin de retourner sur le territoire puis d'aller faire... Mais c'est un peu comme les Québécois qui vont, je dirais, peut-être un petit peu plus intense, mais un peu comme les Québécois qui partent en camping pour tout l'été, là. Tu sais, qui ont besoin de se retrouver en campagne, qui ont besoin d'air. Donc, moi, je comparerais ça un petit peu à ça, mais les gens vivent... Donc, je pense qu'aujourd'hui, on vit une
période de transition, il y a des Autochtones en ville, mais la question qui demeure, c'est comment on peut rester fidèle à sa tradition quand on est dans la ville puis qu'on n'est pas dans la communauté entouré de gens qui ont la même culture. Donc, comment vivre son identité donc, ça, c'est une question qui se pose. Beaucoup d'artistes vont l'interpréter en faisant des œuvres d'art, de la peinture, de la musique, à partir de leur tradition. Ils vivent en ville, mais ils vont faire ça pour mettre en valeur leur identité des Premières Nations, en fait. Donc, mais je ne sais pas si c'est ta dernière question, là, je ne sais pas. C'est parce que je dirais qu'il y a quand même eu, si on regarde, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de l'identité. Est-ce que je suis, à cause de toutes les lois qui ont été imposées, puis bon, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens veulent, je pense que veulent de plus en plus se faire connaître, se faire reconnaître comme Première Nation et travaillent aussi pour mettre en valeur ce qu'ils ont, puis ce qu'ils ont perdu, bien, aller essayer de le retrouver. Donc, il y a Et puis, je pense qu'il y a une volonté de vouloir, pas juste être parmi les autres, mais de faire des choses en commun, de faire vraiment des choses en commun, que ce soit en art, que ce soit la société civile, que ce soit des problèmes que la société civile vit aujourd'hui, puis qu'on pourrait mettre ensemble, parce qu'on les a aussi, ces problèmes-là, comment on pourrait arriver à trouver des solutions. Je pense qu'on est rendu là à redire qu'il faudrait qu'on travaille plus ensemble. Et puis ça, je fais le lien avec les premiers qui sont arrivés ici, par exemple, comme Jeanne Mance, comme Maisonneuve, qui avaient un idéal de faire un monde qui était différent de l'Europe. On faisait un nouveau monde, on voulait faire un monde plus égalitaire, on voulait qu'il y ait plus de... c'est sûr qu'on avait la culture européenne, mais en même temps, il y avait cette idée de pouvoir faire un nouveau monde avec les gens qui étaient ici. Par exemple, Marguerite Bourgeois qui enseignait, elle enseignait autant aux garçons, aux filles, aux riches, aux pauvres. Jeanne Mance, tu sais, les pauvres comme les moins pauvres. En tout cas, elle, c'était tout le monde. Je pense qu'il y avait cet idéal-là. On est aussi on parle aussi de Pierre Boucher. Pierre Boucher qui était là à la Fondation de Montréal. Bien, Pierre Boucher, lui aussi, portait cet idéal-là. Il souhaitait une vie beaucoup plus noble, pas dans le sens de noblesse, mais noble, humaniste, qu'on pourrait dire aujourd'hui, où les relations sont plus simples entre les gens, puis qu'on vive en paix sur cette nouvelle terre. Alors, il y avait cet idéal-là qui était porté par les gens qui sont arrivés ici dans les débuts. Et puis Champlain même, il disait, on va marier vos filles, puis on va faire un nouveau monde. Tu sais, je veux dire, il y avait cette idée qui était portée, puis je pense que on a parlé plus de colonisation, on a parlé plus de guerre, de colonisation entre les Anglais et les Français, qui étaient en conflit en Europe, qui ont ramené le conflit ici. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de toute la pensée idéologique, l'idéal de ces gens-là qui sont venus, qui ont traversé, qui ont pris écoute, les traversées, c'était quelque chose, là. C'était pas un voyage que, tu sais, tu t'en vas pas dans le sud, là. Tu sais, c'est comme, donc, il y avait, puis ils savaient dans quoi ils arrivaient, puis ils savaient qu'il y avait des conflits ici, puis tout ça. Puis même à ça, c'était un idéal qui était porté. Je pense qu'aujourd'hui, cet idéal-là peut... Maintenant, nous, dans beaucoup de nations autochtones, portent cet idéal-là de dire, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on peut faire un monde harmonieux, de paix? Est-ce qu'on peut penser qu'on peut travailler ensemble pour développer le territoire québécois, le territoire du Québec, pour faire en sorte qu'il y ait de la place pour chacun dans le respect, comme c'était porté par les premiers qui sont arrivés ici avec cet idéal-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on retrouve ça, puis on retrouve ça chez la jeunesse. Je retrouve cet idéal cette recherche d'idéal de dire une société plus humaniste,
plus qui portent des valeurs de dire de atténuer les différences, pas faire fi des différences, mais en même temps travailler avec les gens qui sont différents, puis faire quelque chose de... Donc, je pense que ça revient, c'est un peu comme un idéal. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus faire un nouveau monde. On est là, on habite là, il n'y a plus de terre nouvelle à défricher. Comment on peut faire aujourd'hui pour défricher un nouveau territoire d'entente avec la jeunesse? Pour moi, je pense que c'est la jeunesse la clé. Donc, comment les colons inspirent la jeunesse d'aujourd'hui? Ben, je pense que ce qu'on doit retenir des premiers colons qui sont arrivés, c'est toutes les valeurs qui étaient portées par ces colons-là. Pas juste l'endurance, le courage ou le voyage. Bon, tout ça, je trouve que c'est technique. C'est pas anodin, mais c'est technique. Mais c'est tout le rêve qui était porté par ces gens-là, l'idéal d'une vie meilleure, de faire un nouveau monde, et non pas de reproduire ce qu'on trouvait qui n'était pas correct en Europe. Donc, ça, je pense que c'est inspirant pour la jeunesse, parce que la jeunesse, elle veut toujours refaire le monde. Tu sais, à quelque part, on a tous été jeunes. Moi aussi, j'ai voulu refaire le monde. On veut refaire le monde, mais là, aujourd'hui, il y a des possibilités de se regrouper. Les jeunes ont une voix plus forte, sont capables de... Et puis, il y a cet idéal-là de vouloir de changer le monde, mais en même temps avec des valeurs fortes. Pas juste changer le monde pour faire plus d'argent, là. Hein? Vois-tu? Il y a cette idée de repartir le monde sur des valeurs plus humanistes, en fait. Puis ces valeurs-là sont aussi portées par la jeunesse autochtone aujourd'hui, et non pas seulement par la jeunesse québécoise ou des jeunes de par le monde, parce que je ne sais pas comment ça se passe en Belgique ou en France, mais j'imagine que les jeunes sont aussi... puis je pense qu'on a besoin de cette jeunesse-là qui fasse de quoi, parce qu'on trouve que des aînés ou des gens sont peut-être un peu trop désabusés. Hein? Donc, on a besoin de la jeunesse qui nous inspire aussi pour aller un petit peu plus loin, qui porte ces valeurs-là, qui remet à jour un idéal de monde possible. Ok, ben merci beaucoup Nicole de nous avoir expliqué toute cette période précisément. Ben, ça a été un plaisir, puis je pense que, en tout cas, j'ai hâte de voir, La capsule. de voir ce que vous en avez fait. Ouais, voilà. Ben, merci. Merci à vous plutôt.